Chaque fois que je suis allé au mémorial de la Shoah, à Paris, je me suis posé la même question. Parmi tous ceux que les nazis ont fait disparaître, parmi tous ceux qu'ils ont anéantis, à Auschwitz, à Treblinka, à Sobibor, combien auraient pu être sauvés ? Oui, chaque fois que j'ai regardé le visage de quelques-uns des disparus, je me suis toujours demandé ce qu'enfant je me demandais déjà. Pourquoi, entre 1933 et 1939, alors même que les nazis au pouvoir étaient de plus en plus terrifiants, pourquoi les démocraties n'avaient-elles pas mobilisé toutes leurs forces pour éviter que le pire n'arrive ? Du coup, ce n'est pas la première fois que je me pose cette question. Et si, pour beaucoup de leurs contemporains des années 30, les nazis n'étaient finalement pas si monstrueux que ça ? Aujourd'hui, pour toute personne un tant soit peu raisonnable, la monstruosité d'Hitler et des nazis ne fait évidemment aucun doute. Mais était-ce aussi évident dans les années 30 ? La monstruosité du nazisme, elle est peut-être double. C'est d'avoir déclenché une guerre mondiale et d'avoir, pendant cette guerre mondiale, commis un certain nombre de crimes de guerre. Mais la monstruosité du nazisme, c'est surtout le génocide des Juifs. C'est ça qui a porté définitivement l'opprobre sur le nazisme. Or, il n'y a pas une voie directe qui mène disons, des lois de Nuremberg, c'est-à-dire de cette société ségrégationniste ou de cette société d'apartheid au génocide. Et on ne peut pas reprocher à qui que ce soit de ne pas avoir perçu quelque chose qui n'était même pas décidé par les nazis eux-mêmes, puisqu'on sait que la solution finale de la question juive, je mets des guillemets, elle s'est élaborée entre, disons, l'échec devant Moscou, octobre 41, et Pearl Harbor, c'est-à-dire l'entrée des États-Unis dans la guerre. S'il n'y avait pas eu la guerre, il n'y aurait pas eu Auschwitz, et le nazisme serait dans les régimes banalement, je dis comme l'Afrique du Sud d'avant Mandela ou comme d'autres régimes. Donc le problème, je dirais, c'est la vision rétrospective de quelqu'un qui connaît la fin de l'histoire, c'est-à-dire vous et moi, comme si l'histoire était déjà inscrite. Très bien. Alors posons la question autrement. Avant la guerre, avant la Shoah, les nazis n'étaient pas encore des êtres à part ? Non, les nazis n'ont pas inventé tant de choses que ça. En fait, ce que les nazis ont inventé, c'est le croisement de plusieurs dynamiques dont ils ont su faire une machine d'État et de mobilisation nationale absolument redoutable. Je crois que c'est dans cette dynamique qu'il faut faire voir l'originalité des nazis. Mais si vous reprenez chacune des parties de l'idéologie nazie, en fait, vous les retrouvez parfois très, très loin en arrière. Si vous pensez par exemple à ce qu'on produit comme spectacle, qu'on a appelé nous les zoos humains, mais spectacles ethniques qui sont produits à la fin du 19e siècle, où dans des lieux où on présente habituellement des animaux, on va présenter des populations dites exotiques. Il y a forcément là quelque chose qui passe. Il n'y a pas besoin de discours, on n'a pas besoin d'aller voir ce qu'écrit Eugène Fischer ou Broca sur la différence des races. Il suffit de regarder ce qui se passe, c'est-à-dire des gens qui sont en gros dans des grandes cages. Alors là, l'apprentissage, on va dire, de la hiérarchisation raciale, elle se fait toute seule d'une certaine manière. Le zoo humain, avec quelques milliers d'hommes et de femmes et d'enfants, exhibés en Europe, en Amérique ou au Japon, a inventé le sauvage, a donné une consistance palpable au sauvage. Derrière le grillage, derrière la barrière, on voyait ces peuples autres, et d'un seul coup, on se hiérarchisait par rapport à eux, on se postulait par rapport à eux, on les regardait comme autres et comme différents. Tout ça fabrique la certitude qu'il existe des races différentes et que ces races se hiérarchisent. Et vous y croyez ? Vous y croyez parce que vous avez été voir le sauvage à 8, 10, 12 ans en famille, en vous amusant au jardin d'acclimatation de Paris.
Tous les ans, il y avait de nouvelles troupes qui débarquaient. Et vous construisez comme ça votre regard sur le monde. Et tout ça est la norme. En plus, c'est les enseignants qui emmènent dans les grandes expos coloniales et universelles les enfants. Si le professeur le dit, c'est que c'est vrai. Penser le monde à travers une hiérarchisation des races. Ça, c'est le modèle occidental qui va de Tokyo à Hambourg, de Hambourg à Londres, de Londres à Paris, de Paris à Chicago et de Chicago à Los Angeles. Ce modèle, de ce qu'on appelle à l'époque l'Occident, dont fait partie d'ailleurs le Japon, fabrique une vision de hiérarchisation du monde. La notion de race, elle est dans l'esprit des gens. Il n'y a pas d'antinomie avec ce que disaient les nazis. On ne conteste pas leur modèle de pensée. Comme d'ailleurs on ne conteste pas leur idée qu'il faut une race pure. Comme on ne conteste pas leur modèle qu'il faut éviter que les étrangers des exotiques viennent vivre sur le sol de l'Allemagne comme de France. Et qu'on ne conteste pas qu'il faut éviter les parasites comme les juifs. C'était une opinion, l'antisémitisme. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ce n'était pas un délit, c'était une opinion. À la fin du 19e siècle, vous avez des journaux qui s'appellent l'anti-juif. Si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, vous avez Der Stürmer qui apparaît en 1923, dirigé par Julius Streicher, qui sera condamné à Nuremberg. De 1923 à 1933, le journal publie des caricatures absolument monstrueuses, quasi pornographiques sur les juifs, sans être absolument aucunement inquiété. Donc c'est totalement toléré. Il existe partout, cet antisémitisme. Donc ça ne choque pas fondamentalement qu'on prenne des mesures anti-juives, parce que ça fait partie d'une opinion politique partagée par ailleurs par un certain nombre de populations européennes ou américaines. Donc le fait qu'on s'attaque aux parasites de la société, les métis, les handicapés, les homosexuels, les socialistes, les communistes et les juifs, n'est pas quelque chose qui est de l'ordre, à la base, d'anachronisme. C'est quelque chose qui est de l'ordre de retrouver la pureté de la nation. Donc on regarde ce qui se passe en Allemagne comme une sorte de laboratoire de purification de la nation. La purification de la nation. Les démocraties y avaient en effet pensé bien avant le Troisième Reich, et notamment les Américains, que les nazis admiraient pour cela. Hitler ne cesse d'ériger en modèle la conquête de l'espace vital par les Américains au détriment non seulement des autochtones, des populations indigènes, les Indiens qui ont été refoulés et massacrés, mais également d'une population noire réduite en esclavage. Donc oui, il y a un modèle américain, et oui, l'expérience américaine pour les nazis est une expérience dont on doit tenir compte, puisque c'est un modèle de conquête de l'espace. Et par ailleurs, c'est également une société de ségrégation stricte, violente, qui inspire naturellement un régime nazi qui veut instaurer une ségrégation en Allemagne. Même si cette ségrégation est anticonstitutionnelle, finalement, la Cour suprême a laissé faire, et on se trouve avec un pays avec des États anciennement esclavagistes qui pratiquent une discrimination de type apartheid, tout simplement, une discrimination raciale qui est fondée et légitimée, là encore, par, entre guillemets, la science des races. Et les juristes allemands qui travaillent dès 1933 à la création d'une législation de ségrégation, de contingentement, d'exclusion, de persécution, s'intéresse beaucoup à ce qu'il se passe aux États-Unis depuis la fin de l'esclavage et les débuts de la ségrégation. Parce qu'au fond, les lois de Nuremberg, qui vont être promulguées en 1935, sont des lois de ségrégation du plus pur style, qui s'inspirent directement des fameuses lois Jim Crow, qui ont été mises en œuvre aux États-Unis à partir de 1865 pour bien séparer les Blancs et les Noirs. Dans les années 30, il y a des centaines de journalistes occidentaux en poste en Allemagne, des Français, des Britanniques, des Américains. Pourquoi ne montent-ils pas au créneau devant l'immédiate brutalité des nazis ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Allemagne, bien avant janvier 1933, est déjà une société extrêmement brutale. Je veux dire, tous les partis politiques, pas seulement les nazis avec les SA, mais tous les partis politiques ont leurs milices en uniforme qui font le coup de poing dans la rue. Donc les toutes premières brutalités nazies auxquelles ils vont assister ne les choquent pas tant que ça. Quand dès l'incendie du Reichstag en février, des milliers de communistes sont internés en camp de concentration, ça fait pas les gros titres. Ça fait pas les gros titres. Et d'ailleurs, les nazis organisent des visites guidées à Dachau, et ça donne des papiers, finalement, à Dachau, on a des livres, la soupe est plutôt bonne, voilà.
Ça se passe plutôt bien. Et le 1er avril 1933, moins de 10 jours après le vote des pleins pouvoirs à Hitler, quand les nazis organisent le boycott des magasins juifs, ce n'est toujours pas l'indignation générale ? Moi, ça m'a frappé parce que c'est une des images du nazisme dans les années 30 que j'ai vues dans mes livres d'histoire. Le SA, devant le magasin juif, avec une grande pancarte, l'Allemand n'achète pas chez le juif. Pour moi, c'est un événement fort qui symbolise la montée de la persécution antisémite dans l'Allemagne nazie. Et alors, quand on lit les journaux de l'époque, j'ai notamment été frappé donc, par un article de Paris Soir, alors, qui est rédigé par un envoyé spécial prestigieux, puis il s'agit de Roger Vaillant, grand écrivain français des années 50, et qui nous décrit ça d'une manière très anecdotique. Il a assisté notamment à une scène qui l'a beaucoup frappé, d'un jeune SA qui était en faction devant le magasin, qui a prétendu empêcher à une jeune femme de rentrer dans le magasin. Et la jeune femme a dit « mais pas du tout, je rentre ». Et Vaillant explique avoir vu rougir le SA. Sans doute qu'il était impressionné par cette jeune femme. Et voilà, et c'est la manière dont il raconte le truc. J'ai aucune raison de soupçonner Roger Vaillant d'avoir bidonné la scène. Il a certainement assisté à ça. Mais là, ce qui m'a beaucoup troublé en tant que journaliste, c'est qu'on peut dire qu'il privilégie la petite chose vue par rapport au symbole que représente effectivement cette journée de boycott des magasins juifs, qui lui échappe totalement à l'époque. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir que les premiers papiers qui traduisent véritablement un effroi profond sont les reportages sur la nuit des longs couteaux, dont les victimes ont été des dignitaires SA et des politiciens allemands qui étaient des figures familières. Et là, on se dit, mais alors cette réserve d'émotions et d'horreur qu'ils arrivent à exprimer très bien dans leur papier, elle était où dans l'année écoulée ? Ce qui est clair, c'est que toutes les persécutions dans le début de l'hitlérisme qui touchent les juifs et les communistes ne touchent pas personnellement les correspondants occidentaux. En revanche, la nuit des longs couteaux, oui, parce que là, pour le coup, c'est des gens qui connaissent. Chez les journalistes occidentaux en poste à Berlin, on peut donc dire qu'il n'y a pas de consensus idéologique anti-nazi. Le consensus idéologique est profondément anticommuniste avant tout. Les milliardaires qui possèdent les médias à cette époque, à leurs yeux, le principal danger, c'est l'extension du bolchevisme. On est en 1933, hein, la révolution russe elle est très récente, en 17, et donc, après tout, si cet Hitler peut constituer une barrière à l'extension du bolchevisme en Europe, eh ben, c'est un moindre mal. En 1936, on dira plutôt Hitler que le Front populaire. Et c'est la mentalité des actionnaires de journaux. Il ne faut pas oublier que la France du Front populaire, en 1936, apparaît à ces gens-là comme un anti-modèle absolu. Des socialistes au pouvoir, qui font à leurs yeux n'importe quoi, les congés payés, la hausse des salaires, soutenus par les communistes, et dirigés par un juif. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable pour toute une partie des élites occidentales qui dit très fort, et qui ne fait pas que murmurer, plutôt Hitler que Blum. L'antimodèle pour cela, il est en Italie, c'est Mussolini, et il est en Allemagne, c'est Hitler. Aujourd'hui, nous avons la croyance, l'espoir, ou la réalité, d'avoir une palette politique qui s'ouvre à nous très très large. Mais à l'époque, c'est rouge ou brun. Ça nous paraît aujourd'hui un monde très lointain de nous, mais c'est comme ça. Choisis ton camp. Il fallait être bolchevique ou fallait être pro-fasciste. Vous savez que ceux qui criaient plutôt Hitler que Blum ne disaient pas simplement une horreur. Ils expliquaient dans leur dialectique qu'il y avait un camp qu'il fallait choisir. Il y avait le camp de la gauche, des bolcheviques, des juifs, des parias, des indésirables, des cosmopolites, comme on les disait à l'époque. Et puis il y avait le camp de l'ordre, avec des nazis. Au fond, les investisseurs étrangers retrouvent l'Allemagne qu'ils aimaient, celle d'avant 1914 ou celle d'avant 1929. Un pays de technologie avancée, avec un excellent système universitaire et de formation, un excellent système routier,
des industries récentes et un système de maintien de l'ordre et de prélèvement de l'impôt qui est efficace. Et tout ça, ce sont des conditions essentielles pour avoir une production économique qui opère un vrai retour sur investissement. Et le fait que les nazis, en plus de cela, détruisent complètement la gauche, rend le territoire allemand très attractif à l'étranger. Donc oui, les nazis sont plus que fréquentables, ils sont même désirables du point de vue de certaines élites étrangères. Aussi, ce qui est particulièrement important dans le contexte après 1936, c'est le fait qu'en Allemagne, il y avait, et ça je l'ai lu très souvent dans la presse comme étant à mettre au bénéfice du nazisme, il n'y avait pas de durée légale du travail. Et évidemment, comme on venait de passer avec Léon Blum aux 40 heures, et les 40 heures s'étaient pris vraiment comme quelque chose d'absolument insupportable, en particulier pour une partie importante du patronat, alors le fait qu'il n'y ait pas de législation du travail en Allemagne, qu'on pouvait au fond faire travailler les ouvriers de manière continue et sans limite, était considéré comme quelque chose de tout à fait positif. On estime que l'Allemagne, tous les 4 ans, doublait sa demande de matières premières pour son industrie. Ce qui est monstrueux pour un pays. Donc il faut bien avoir des accords sur le caoutchouc, des accords sur l'acier, des accords sur le pétrole, des accords sur tout ce que vous pouvez imaginer au niveau chimie. Toute l'Europe négocie puisque c'est d'immenses affaires. L'Allemagne produit des voitures comme jamais puisqu'elle fait des autoroutes. Fantastique pour ceux qui produisent de l'acier. Donc vous voyez, quand on se pose la question pourquoi le capitalisme a été vers l'Allemagne, mais parce que l'argent est en Allemagne. Parce que le potentiel d'investissement avec une rentabilité incroyable est en Allemagne. Parce que pour les banques, c'est le plus gros pourcentage par rapport à un investissement qui est fait. Les banques suisses, françaises, anglaises iront travailler avec les Allemands. Et donc l'Allemagne va devenir quelque part la poule aux œufs d'or pour le grand capital européen et américain. Dans le camp du Reich, bien au-delà de l'Allemagne, viennent donc se ranger nombre de chefs d'entreprise, à commencer par les plus grands patrons américains. Symbole de cette complaisance à l'égard des nazis, un véritable héros de l'industrie des États-Unis, modèle même de l'accomplissement du rêve américain, Henry Ford. C'est en tout cas, d'abord et avant tout, un antisémite. C'est quelqu'un qui va être fasciné par la lecture des protocoles des sages de Sion. Il a dans son staff un exilé russe qui va traduire les protocoles. Et Henry Ford, qui est un homme d'affaires avec des développements extraordinaires, au lendemain de la Grande Guerre, la moitié des ménages américains sont munis de la fameuse Ford T, qui servira par la suite de modèle à Hitler lui-même pour lancer le projet de la Volkswagen, la voiture du peuple en Allemagne. Henry Ford rachète un journal déliquescent à l'époque, dans sa région, là où il a sa maison mère, le Dearborn Independent. Et il commence à publier, sous forme de feuilleton, des éléments d'information qui sont directement empruntés au protocole des sages de Sion. Et il intitule l'ensemble « Le Juif éternel ». Et il dit « Le Juif éternel est le plus grand problème du monde ». Voilà, il en fera ensuite une publication en volume, et cette même publication sera traduite très rapidement en Allemagne par la Hammer Verlag. Et c'est sans doute la version qu'a lu Hitler lui-même. Ford est donc indirectement une source d'inspiration pour Hitler. Ford, effectivement, sympathise avec l'Allemagne nazie. Il est interloqué et intéressé par les méthodes sociales mises en œuvre par Hitler. Et on le sait ça, notamment par le témoignage de la cinéaste Leni Riefenstahl. Elle rencontre Henry Ford et Ford lui confie qu'il aimerait beaucoup rencontrer Hitler en personne. Et donc Ford n'a pas pu accomplir ce voyage, mais enfin, il a fait part de sa volonté à ce sujet. Il a également été décoré par le régime nazi, une décoration très rarement attribuée à des étrangers, l'aigle du parti. Il a reçu cette décoration en 1937 et il plastronne dans la presse américaine avec sa décoration. Voilà bien les années 30. Un grand patron américain pouvait être un sympathisant nazi sans que cela lui nuise. Cela dit, après tout, Martha, la propre fille de l'ambassadeur américain, n'était-elle pas la maîtresse du directeur de la Gestapo? Mais ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, elle copine avec des journalistes américains qui sont tous fascinés par elle parce qu'elle est jeune, virevoltante, pétulante, sexy. Donc elle est la maîtresse de ce directeur de la Gestapo. Par ailleurs, elle copine avec des journalistes américains. Et il y a notamment une occasion
où elle part en virée dans toute l'Allemagne avec deux copains journalistes américains. C'est l'été, l'allégresse générale règne, et puis à un moment, le groupe est témoin d'un mini-pogrom dont sont victimes des Juifs dans une ville allemande, et elle fait pression sur ses camarades journalistes pour qu'ils ne la racontent pas, parce que ce serait évidemment trop compromettant qu'on apprenne que la fille de l'ambassadeur a assisté à ce genre de scène. Tous ces braves gens faisaient donc du tourisme dans l'Allemagne nazie. Mais les nazis eux-mêmes, ils faisaient du tourisme en Europe? Bien sûr. Si vous et moi, on était partis en 1937 en villégiature sur la Côte d'Azur, vous auriez eu des couples allemands que vous auriez vus qui arrivaient d'abord de toute origine sociale. Vous auriez été en Italie, vous auriez été dans le Tyrol, vous auriez été skié, vous seriez descendu en Grèce. Vous auriez voyagé en croisière en Méditerranée. Les Allemands voyageaient, Paris. Je vous rappelle que s'il y a bien un des rêves des officiers allemands pendant la guerre, c'était de retrouver le Paris d'avant-guerre. Le célèbre Paris d'avant-guerre dont on venait avec les appareils photo. À l'exposition coloniale de 1931, 450 000 visiteurs et touristes allemands viennent la visiter. Et on continue à venir pour la grande exposition universelle, dont je vous rappelle que le pavillon nazi fait face au pavillon soviétique, visité par des centaines de milliers d'Allemands. Les Allemands traversent toute l'Europe, en plus on a les moyens. Donc il faut regarder et se rappeler que nous sommes dans un monde où fréquenter les nazis, ce qui aujourd'hui est un scandale quand on se le dit tous les deux, personne ne se pose la question comme ça. À l'époque, ils ne sont pas des parias en Europe. Oui, on mange à la table des nazis à l'époque, mais vous pensez qu'on mange à la table des nazis, mais pour les gens, ils mangent à la table des Allemands. Parce qu'à un moment, il y a une forme de fusion très naturelle. Être patriote et français, c'est comme être nazi et allemand. Ça nous choque aujourd'hui, ça. Mais c'est ce que pensent les gens de l'époque. Il faut qu'on accepte cette idée qu'en fin de compte, c'est pas aussi une forme de normalité qu'ils se sont banalisés. Parce que la vie ne s'est pas arrêtée en 1933. La vie ne s'est pas arrêtée en 1933, ni les affaires, ni le tourisme, et pas davantage le cinéma. Un sort particulier peut même être réservé à Hollywood, l'usine à rêve, prête à tout dans les années 30 pour plaire aux nazis. La UFA, la plus grande société de production cinématographique allemande, est déjà une énorme société de production cinématographique européenne dès les années 20, qui a produit un certain nombre de chefs-d'œuvre de Murnau, de Fritz Lang, etc. Et ces studios qui sont situés à Babelsberg, qui est un quartier de Potsdam, ont une excellence technique dès les années 20 et au début des années 30. Donc la UFA et d'autres sociétés de production, puisqu'il y a aussi la Tobis, la Terra, la Bavaria, on a toute une myriade de sociétés de production, sont à l'époque la Mecque du cinéma européen. Et quand, par exemple, un artiste étranger se voit proposer un contrat à la UFA, c'est le Graal. Ce qui va expliquer notamment le nombre très important d'artistes étrangers au sein du Star System du Troisième Reich. Le marché allemand est un marché extrêmement important pour les studios américains, puisque le public allemand est très friand de cinéma américain et de ses stars. Et donc Hollywood comprend dès 1933 l'importance qu'il y a à garder des liens de coopération avec Berlin pour pouvoir conserver ses parts de marché en Allemagne. Donc ils vont respecter un certain nombre d'impératifs qui, bizarrement, n'ont pas été fixés par les nazis, mais qui sont antérieurs au régime nazi. En 1932, la République de Weimar a mis en place une loi sur les quotas qui concerne le cinéma, qui concerne donc en priorité le cinéma américain, et qui stipule par un article qui est l'article 15 de cette loi que tout film qui serait préjudiciable à l'image de l'Allemagne se verrait refuser un visa d'exploitation. Ça fait suite en fait à l'affaire À l'Ouest rien de nouveau, le film qui a été adapté du roman de Erich Maria Remarque sur la Première Guerre mondiale, un roman pacifiste et donc un film pacifiste qui est sorti en décembre 1930 sur les écrans allemands et dont la diffusion a été perturbée par des agitateurs nazis mandatés par Goebbels pour faire interdire le film. Le film finit par être interdit.
Je rappelle qu'on est sous la République de Weimar, les nazis ne sont pas au pouvoir, mais l'agitation nazie est suffisante pour faire interdire le film, qui pourra ressortir, mais au prix de coupes sévères qui doivent s'appliquer d'ailleurs non seulement aux copies allemandes, mais à toutes les copies en circulation dans le monde. Et c'est cette affaire qui va notamment conduire à cette loi sur les quotas. Quand les nazis arrivent au pouvoir en 1933, cette loi reste en vigueur. Et les patrons de studios se sont déjà mis au parfum depuis 1932 et ont compris que s'ils voulaient conserver leur part de marché sur le marché allemand, il fallait qu'ils fassent des films qui n'attaquent pas frontalement l'image de l'Allemagne. Les nazis vont élargir cette loi, finalement, pour garantir un meilleur respect de cette image de l'Allemagne dans les films américains. Ils vont envoyer un consul, qui est un diplomate nazi, à Los Angeles, pour vérifier la bonne application, en fait, de cette loi. Et les studios américains, à partir de 1932-33, donc, vont faire très attention à ce que l'image de l'Allemagne ne soit pas écornée dans les productions américaines, et vont même empêcher la réalisation de films qui auraient pu dénoncer dès 1933 les persécutions à l'égard des Juifs et le sort fait aux Juifs sur le territoire du Reich allemand. Le scénariste Hermann Mankiewicz, par exemple, qui est le futur scénariste de Citizen Kane, avait écrit une pièce de théâtre dont le titre était « The Mad Dog of Europe », dont le but était justement de dénoncer le sort qui était fait aux Juifs. Et le Hays Office, qui est l'institution en charge de la censure des films américains, et son chef, Joseph Breen, ont fait pression sur Mankiewicz pour que ce film ne se fasse pas. Et les Français, ils ne feront pas mieux que les Américains ? Vous pouvez me citer un acteur français qui refuse de tourner dans un film allemand avant 40 ? Avant 40, hein ? Un acteur français qui refuse. Il n'y en a pas. On voit Fernandel tourner des films qui sont censés se dérouler en Provence ou dans le Luberon, dans le Brandebourg, puisque les coûts sont moindres, la technique est là, et par ailleurs, les sables du Brandebourg peuvent évoquer, et les pins du Brandebourg peuvent vaguement évoquer le sud de la France. Donc c'est quelque chose qui se poursuit après 1933, et qui est un des indices, un des signes du fait que l'Allemagne reste salonfähig, comme on dit en allemand, c'est-à-dire tout à fait digne de paraître dans les salons mondains, tout à fait fréquentable du point de vue des idées générales occidentales. Digne de paraître dans les salons mondains et ne manquant d'affidés dans aucun pays d'Europe. Les nazis étaient très confiants sur le degré de sympathie, voire de soutien, que les élites étrangères allaient leur apporter. La preuve la plus probante, c'est que Hitler était quasiment convaincu de pouvoir faire l'économie d'une guerre à l'Ouest. De même que les services de renseignement nazis, qui avaient établi des listes entières, voire des annuaires entiers, de correspondants de ceux qui pourraient être des soutiens à l'Allemagne nazie, et les listes qui ont été dressées pour la Grande-Bretagne par les services de renseignement nazis sont très abondantes et très parlantes. Financiers, industriels, députés, lords, membres de la famille royale, diplomates, assistants parlementaires, universitaires. Ça fait des listes considérables de gens qui seraient des collaborateurs rêvés pour une Europe nazie qui s'étendrait jusqu'à la Grande-Bretagne. On a du mal à imaginer qu'il y a un parti fasciste avec une croix gammée dans les rues de Londres, dirigé par un homme qui, d'ailleurs, recréera un parti fasciste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est complètement incroyable avec Mosley. C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'Angleterre des années 30. Et dans l'Angleterre des années 30, parfait exemple de la fascination qu'exerce le nazisme sur beaucoup de cours royales européennes, monte sur le trône Édouard VIII. C'est un sympathisant du nazisme. Tout à fait. On en a des preuves, on en a des témoignages. On a retrouvé notamment des photographies lors du voyage qu'il accomplit en Allemagne nazie en 1937, où il n'hésite pas à faire le salut nazi.
Mais on a aussi un petit film, n'est-ce pas, qui a été retrouvé il y a quelques années seulement, en 2015 si je ne me trompe, qui dure quelques secondes et qui le montre en 1933, l'année de l'accession au pouvoir d'Hitler en Allemagne, qui fait le salut nazi et qui apprend à un membre de sa famille qui n'est rien d'autre que la future reine Élisabeth II, qui a 4-5 ans à l'époque, elle est tout à fait innocente, n'est-ce pas? Il lui apprend à faire le salut hitlérien. Pro-nazi avant la guerre et la Shoah, il fera amende honorable après? Dans ses mémoires, publiés dans les années 50, celui qui est devenu le duc de Windsor entre-temps, après son abdication, et qui vit au sein de la jet-set internationale, y compris beaucoup en France, n'est-ce pas? Il déclare « J'étais peu impressionné par Hitler, avec ses mines de pantin, etc. » Mais en privé, c'est un tout autre ton. Et il va notamment déclarer à un mémorialiste belge qui s'appelle De Stark, qui était proche du gouvernement belge en exil à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Eh bien, Édouard lui déclare en aparté, à propos d'Hitler, « He didn't finish the job. He only killed 6 millions. » Il n'a pas fini le travail, il n'en a tué que 6 millions. C'est énorme. Ça prouve que le type, dans les années 50, est encore antisémite et génocidaire. Et on est là avec un ex-roi d'Angleterre. Arrive le 7 mars 1936. Hitler décide de violer le traité de paix qui avait été signé entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale en faisant occuper la Rhénanie par ses soldats. Au printemps 1936, quand Hitler décide de remilitariser la Rhénanie, ce qui est interdit par le traité de Versailles pour protéger la France, c'est le moment d'agir militairement. Et les premiers à en être conscients, ce sont les généraux allemands, qui sont terrifiés à l'égard de ce qui est en train de se passer, puisqu'ils savent très bien que s'il y a une intervention conjointe des Britanniques et des Français, l'Allemagne est battue en 72 heures. Et vraiment, ils sont très très inquiets. Le coup de poker d'Hitler réussit, parce que personne ne bouge. En Grande-Bretagne, la doctrine, c'est apaiser Hitler, chercher le compromis, surtout ne pas gâcher cette belle expérience qui est en cours de reconstruction d'une puissance industrielle majeure au cœur du continent que l'on doit encourager et qui d'ailleurs rapporte de l'argent à l'étranger, aux investisseurs étrangers. Et en France, il y a le même raisonnement. Et par ailleurs, vous avez les élites militaires françaises, des trois armes, surtout de l'armée de l'air d'ailleurs, qui refusent absolument toute confrontation avec l'Allemagne nazie, en estimant que toute activité hostile à l'égard de l'Allemagne nazie se heurterait à une opposition de l'opinion publique qui est encore durablement traumatisée par la Première Guerre mondiale. La conséquence de ces raisonnements ne se fera pas attendre. 5 mois après l'incroyable coup de force d'Hitler qui aurait pu causer sa perte, le monde entier, États-Unis, Grande-Bretagne et France en tête, est à Berlin pour les Jeux Olympiques. Tout le monde est à Berlin, ça veut dire que tout le monde reconnaît le régime, tout simplement. Alors que, effectivement, en 1935, on a les lois de Nuremberg. C'est quand même énorme. D'autant plus énorme même qu'il ne fallait pas être grand clerc en 1936 pour se dire que les mesures anti-juives, à commencer par tous les panneaux antisémites qui jalonnaient alors l'Allemagne, étaient annonciateurs du pire. On a eu la promesse que les athlètes juifs pourraient bien entendu participer à côté des athlètes allemands ariens. Et en fait, il n'en sera rien. Les nazis vont jusqu'au bout de leurs idées également dans ce domaine. Donc la ségrégation, elle saute aux yeux, si vous voulez. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Mais alors, si on ne voit pas ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeux parfaits, une organisation idéale, un peuple en marche. Les gens sont plutôt admiratifs. Regardez, la plupart des journalistes américains, d'ailleurs, et autres, qui iront à Berlin et qui découvriront les Jeux, ils vont revenir totalement éblouis. Ce pays est en marche, ce pays est sorti des ténèbres, et d'une certaine manière, il n'a même pas l'air si guerrier que ça.
Les nazis ont le sens d'une espèce de solennité parfois un peu ridicule, mais ils organisent aussi les jeux de manière très moderne, si je puis employer cette expression, puisqu'ils vont construire le plus grand stade du monde. C'est quand même un stade de 150 000 places, c'est du jamais vu, si vous voulez. Décoré avec de grandes statues de type gréco-arienne. Ils vont organiser des cérémonies tout à fait fascinantes. Et puis, d'autre part, les Allemands sont premiers au tableau des médailles. C'est la première fois que ça arrive aussi. Ils sont premiers au tableau des médailles, alors qu'ils sortent quand même d'une période extrêmement difficile après la crise de 29, l'effondrement de la République de Weimar. Les victoires, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Dans les années 30, dans ce moment de trouble, les victoires sportives, et notamment les victoires de l'Allemagne pendant les Jeux, ça représente la vitalité d'un régime. C'est là qu'on voit quand on dit que politique et sport ne se mélangent pas. Ce jour-là, ils se sont parfaitement mélangés. Et les Jeux Olympiques ont servi, ce jour-là, le nazisme. Et c'est certainement le plus grand moment d'acmé du nazisme triomphant. C'est les Jeux Olympiques de Berlin, qui donnent le sentiment qu'il y a même une adéquation entre la paix universelle et le nazisme, ce qui est totalement délirant, au cœur des stades. Après avoir été en 1936 les invités émerveillés du Troisième Reich, après avoir complaisamment fermé les yeux sur les persécutions qui se poursuivaient à quelques mètres des stades, pourquoi les démocraties auraient-elles enfin ouvert ces mêmes yeux en 1937 et même en 1938 ? « 1938. Alors que les démocraties étaient supposées, là encore, faire respecter le traité de Versailles, les voilà, qui n'émettent que quelques vagues protestations pour dénoncer l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par les nazis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, les persécutions antisémites contre les juifs autrichiens sont immédiatement beaucoup plus brutales et beaucoup plus immédiates. Je veux dire, l'armée allemande est à peine entrée en Autriche que déjà des juifs sont forcés de nettoyer les trottoirs avec leur langue devant des foules hilares et des SS hilares. Et en effet, ni dans la presse française, ni dans la presse britannique, ni dans le New York Times, il en est question. On est en 38, on n'est plus en 33, donc beaucoup de juifs autrichiens ont déjà, on va dire, le background de ce qui se passe en Allemagne depuis 5 ans. Il y a par exemple énormément de suicides, il y a énormément de gens qui se défenestrent, ce qui n'avait pas été le cas en 33 en Allemagne. Ça fait des brèves. Ça fait des brèves dans le New York Times, on signale le suicide du docteur machin, de l'avocat un tel, ce qui est quand même beaucoup plus étonnant qu'en 1933. L'année 1938 sera décidément l'année de tous les renoncements. On pense souvent, et à juste titre, aux accords de Munich et à l'abandon aux nazis de la Tchécoslovaquie, alliée de la France par un traité qui obligeait pourtant notre pays à intervenir. Mais on pense moins à la nuit dite de cristal qui fit suite à l'assassinat du secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris par un jeune juif polonais de 17 ans, Herschel Greenspan. Il y a une totale inadéquation, disproportion entre l'insistance que les milieux gouvernementaux d'Aladier et son gouvernement à cette époque-là et la presse française manifestent de compassion à l'égard de ce diplomate allemand, et puis les conséquences de l'acte de Greenspan qui sont effectivement les pogroms. Et en particulier, le gouvernement français au complet vient se recueillir sur la dépouille de ce diplomate, mais non pas un mot de protestation. Lorsque quelques jours plus tard, je dirais à l'occasion, car c'est évidemment un prétexte, lorsque quelques jours plus tard, les autorités nazies déclencheront les pogroms de la nuit de cristal. Et à relire les journaux français de cette époque, on les sent infiniment plus émus par le sort de ce diplomate nazi assassiné à Paris que par effectivement les centaines de morts et les incendies de cette nuit de pogrom allemand.
Ça me refait penser au traitement de la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire que voilà, le diplomate allemand, il avait un visage, il avait un nom. Sans doute que des journalistes français l'avaient croisé. On sent que la violence de l'assassinat de ce diplomate horrifie les journaux français bien plus que les centaines de morts des représailles allemandes. Ouais. Quand on a acquis un certain degré, je dirais, de proximité, sinon amicale, du moins d'habitus commun avec des dirigeants, la facilité à ne pas vouloir voir, à ne pas vouloir admettre ce qu'ils sont, c'est-à-dire en l'occurrence ici des criminels de très grande intensité, est plus grande. Il y a une habituation, si j'emploie ce terme un peu barbare, au pire, qui se joue effectivement dès la fin des années 30, c'est-à-dire finalement le fait de ne pas protester contre la nuit de cristal, ça prépare d'une manière ou d'une autre au fait de ne rien dire au moment des rafles qui auront lieu sous l'occupation. L'expression même de nuit de cristal, inventée par les nazis et reprise depuis comme si de rien n'était, reste d'ailleurs l'un des symptômes de l'aveuglement des années 30. Nuit de cristal, comme s'il n'y avait eu cette nuit-là que quelques bris de verre, que quelques vitrines juives brisées, alors qu'il s'est agi de véritables pogroms, causant la mort brutale de très nombreux juifs et aboutissant aussitôt à des milliers d'arrestations en camps de concentration. Tout était pourtant visible, parfaitement clair, nullement caché, comme le prouvent d'ailleurs les quelques témoignages lucides de l'époque. Il y a des gens qui voient, et je dirais sont d'autant plus méritants ceux qui voient alors qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'ils voient. J'ai deux noms en tête pour la fin des années 30 en France. L'un est connu, c'est Georges Bernanos, l'autre les moins, c'est Henri de Kérillis, et l'un et l'autre ont cette spécificité de venir de la droite et même de l'extrême droite, d'être, pour ce qui est en tout cas de Bernanos, même au début de son itinéraire antisémite, mais qui en 38, Bernanos, parce qu'il revient aussi il était en Espagne pendant le début de la guerre d'Espagne, il voit les horreurs, et là pour le coup les meurtres commis par les franquistes, écrit ce très beau texte qui s'appelle « Les grands cimetières sous la Lune », qui est publié en 38 en France, et où il ne parle pas que de l'Espagne, il parle aussi de ce qui le stupéfait, c'est-à-dire, et le scandalise, à savoir la manière dont les nationaux français se vautrent dans la complicité avec Hitler. Alors, il y a lui qui voit les choses et qui, dans les grands cimetières sous la Lune, en tout cas, ne cache pas que le destin du fascisme en général, si je puis dire, c'est le meurtre. Hein. Et encore une fois, il l'a vu en Espagne et il évoque aussi la nuit de cristal. Et puis un autre qui s'appelle Henri de Kérillis, qui lui est un homme politique, un député de la droite, très conservatrice, disons. C'est quelqu'un qui a des préjugés de classe, c'est évident, mais enfin qui voit néanmoins le danger allemand, et y compris la violence que cela représente en termes racistes. Donc tout cela existe, c'est connu, mais évidemment c'est renvoyé de manière très violente, disons, au chapitre des illusions idéalistes de quelques inconscients. Et cette politique-là, de renoncement, de capitulation, que l'on appelle pudiquement d'apaisement, puisque c'est le terme britannique qui est utilisé, elle se concrétise par un événement qui est outrancier et scandaleux, très choquant, qui est la visite d'État du ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, à Paris, le 6 décembre 1938. Joachim von Ribbentrop, donc le ministre des Affaires étrangères allemand, est invité en grande pompe à Paris par son homologue français qui s'appelle Georges Bonnet, et pour signer un traité d'amitié franco-allemande. Et le journaliste d'ailleurs communiste Gabriel Péry écrira dans l'Humanité, il est là, il est invité, Ribbentrop, il vient entre deux pogroms. Et bien peu nombreux sont ceux qui tout de même insisteront sur ce caractère au fond assez odieux du timing, si j'ose dire. Alors il est invité pour quelque chose qui s'apparente, je dirais, plutôt à une opération de communication qu'à un acte politique. Dans le traité d'amitié franco-allemand, il y a des formules tout à fait en apparence sympathiques, mais il n'y a pas vraiment de contenu. Il s'agit au fond d'achever de convaincre l'opinion publique que finalement ces Allemands sont